Bonjour à tous. Le webinaire est enregistré, donc c'est juste pour prévenir pour ceux qui voudraient éventuellement ne pas être visibles ou lisibles. Il sera ensuite diffusé sur YouTube, sur notre YouTube. Bonjour à tous, donc merci beaucoup d'être présents ce matin pour des webinaires qui sont organisés par les Centres Europe Direct d'Auvergne-Rhône-Alpes sur différents enjeux de l'Union européenne actuellement. L'objectif, il est de comprendre un petit peu comment fonctionne le système européen aujourd'hui à l'approche des élections européennes qui seront le 9 juin 2024. Nous avons tout un ensemble de thématiques qui sont proposées et aujourd'hui, nous allons plus spécifiquement travailler, écouter, réfléchir sur la question de la compétitivité dans l'industrie européenne aujourd'hui. Pour cela, nous avons Isabelle Maquet qui va nous expliquer un petit peu tout ça, qui est de la représentation en France de la Commission européenne. Isabelle, je vous laisserai vous présenter. J'en profite pour vous remettre un petit peu qui nous sommes. Les centres Europe Direct d'Auvergne-Rhône-Alpes, nous sommes six. Un qui est basé dans l'Allier, un qui est basé dans le Cantal, un qui est à Clermont dans le Puy-de-Dôme, un autre qui est en Drôme-Ardèche, un qui est en à Lyon Métropole, qui j'ai oublié, pardon, et un Isère-Savoie qui est à Grenoble. Nous sommes des centres qui travaillons sur les territoires, sur l'information, l'animation et le conseil sur l'Union européenne. Nous sommes des portes d'entrée sur l'Europe. Toutes les questions, tous les projets, toutes les ressources que vous cherchez sur les questions européennes, nous sommes disponibles. Et nous travaillons avec un ensemble de partenaires qui sont plus spécifiquement spécialisés sur des publics et qui sont également labellisés par l'Union européenne. Par exemple, les centres Eurodesk, qui sont autour de la jeunesse et de la mobilité, les centres Euroguidance, qui sont autour du scolaire, en fait, tout un ensemble vers qui nous pouvons vous orienter pour vos questions. Si vous avez des questions ou en écrivant dans le chat, éventuellement même en nous envoyant ensuite des questions, nous vous apporterons une réponse. Voilà. Merci à tous. S'il y a des questions au fur et à mesure, je vous demanderai juste d'éteindre vos micros pour éviter les bruits un petit peu derrière. Et je laisse la place à Isabelle et je vous laisse vous présenter dans un premier temps. Donc, bonjour à tous. Je suis Isabelle Maquet, je suis conseillère économique à la représentation en France de la Commission européenne. Et avec ma collègue Carole Labbé, donc nous sommes deux conseillères économiques. Notre rôle principal est d'être une sorte d'agent de liaison entre le siège de la Commission européenne à Bruxelles et les autorités françaises, mais aussi l'ensemble des parties prenantes et des citoyens qui s'intéressent à l'Europe. Donc, d'un côté, on fait la pédagogie de l'Europe sur les questions économiques sociales et liées au pacte vert. Et de l'autre, on fait on a une activité de veille pour retransmettre au siège ce qui se passe en France, comment l'Europe est perçue, quels sont les développements politiques qui sont pertinents pour l'action au niveau européen. Et donc, je suis ici aujourd'hui justement pour tenter de clarifier quelle est la situation, d'où vient ce regain d'intérêt pour la politique industrielle dans l'Union européenne et qu'est-ce qui est mis en place pour soutenir la compétitivité des entreprises industrielles en Europe et en France en particulier. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle. On, on, on vous laisse commencer votre présentation. Ah, On et je prend les commence. questions peut-être à la D'accord, fin. j'ai prévu une présentation d'une vingtaine de Est-ce que- minutes dans laquelle je vais un peu présenter les éléments de contexte
et essayer d'aborder les enjeux et d'écrire, faire l'état des lieux de ce que l'Union européenne propose en termes de soutien à la compétitivité des entreprises industrielles. Bon, pour commencer, quand on parle de l'industrie dans l'Union européenne, quel est quelques chiffres de cadrage. Bon, elle représente plus de 20% de l'économie de l'Union européenne, environ 35 millions d'emplois et 80% des biens exportés de l'Union européenne. L'industrie européenne a des atouts. Elle est spécialisée dans les produits à haute valeur ajoutée, tels que la construction mécanique, les produits pharmaceutiques, le luxe, dans lequel bien souvent les entreprises européennes ont des situations de leaders mondiaux. L'industrie européenne peut également compter sur des infrastructures de qualité et des politiques publiques qui soutiennent notamment les transitions vertes et numériques. Elle peut compter sur des investissements publics et privés qui soutiennent le développement des technologies propres, le déploiement des énergies renouvelables, les technologies du futur telles que les technologies quantiques, des investissements qui sont essentiels pour la compétitivité de ces entreprises. Enfin, l'industrie européenne s'appuie sur un marché unique de 440 millions de consommateurs qui représente un des plus grands marchés intégrés et espaces favorables aux entreprises au monde. Le bon fonctionnement de ce marché unique est au cœur de la politique de soutien à la compétitivité. Et pendant longtemps, ça a été le levier principal activé au niveau européen. Je vais y revenir. Mais donc, d'où vient ce regain pour une politique industrielle dans l'Union européenne? Ça vient de défis communs auxquels font face les entreprises du continent dans tous les États membres. Donc, je vais maintenant passer à la deuxième séquence et décrire ces défis communs qui justifient une politique industrielle de l'Union européenne. D'abord, je voudrais rappeler que la politique industrielle est avant tout une compétence des États membres. L'UE intervient en principe en complément face à des défis communs et quand elle est en capacité d'activer des leviers qui sont plus puissants à l'échelle européenne. Donc, dès 2019, la Commission européenne, suivie par les États membres, a pris l'initiative de donner un nouvel élan à la politique industrielle européenne face à un double constat. Un, le poids de l'industrie européenne dans le PIB mondial régressait doucement pendant plusieurs décennies. Et deuxièmement, face à la nécessité de mener à bien nos transitions vertes et numériques, il y a eu une prise de conscience qu'il était nécessaire de reprendre la main sur notre production industrielle. Rappelons qu'avec le pacte vert adopté en 2019, l'Union européenne s'est dotée d'une feuille de route ambitieuse pour atteindre la neutralité carbone en 2050 et c'est ce qui guide l'ensemble de nos politiques européennes. Deux crises majeures, malheureusement, sont venues perturber cette feuille de route ambitieuse. D'abord, on s'en souvient, le Covid qui a mis nos économies à l'arrêt et a révélé la dépendance très forte de l'Union européenne sur des produits stratégiques. Donc, première piqûre de rappel. Masque, vaccin, matières premières, quand le commerce était à l'arrêt, l'Union européenne s'est vue manquer de ces produits essentiels. Deuxième crise majeure, la guerre en Ukraine, on ne doit pas le rappeler, en 2022, qui a mis en lumière notre dépendance aux énergies fossiles, en provenance de Russie notamment, et remis sur le devant de la scène des enjeux de sécurisation de nos approvisionnements énergétiques et des approvisionnements dans d'autres matériaux euh, essentiels qui sont essentiels à la transition écologique d'approvisionnement dans des domaines stratégiques ont provoqué un sursaut, notamment concernant le besoin de réduire notre dépendance vis-à-vis des tiers pour l'énergie, mais aussi pour les matériaux technologiques critiques, les produits alimentaires, les infrastructures et la sécurité. Aujourd'hui, l'industrie européenne fait face à des défis communs, donc c'est ce que je voulais mettre en avant, qui justifient une action coordonnée. Donc, quels sont ces défis? Des besoins d'investissement massifs dans les technologies vertes et la décarbonation. Or, ce type d'investissements sont peu rentables à court
court ou moyen terme, mais problème de compétitivité évidente. Les prix élevés de l'énergie et notre dépendance aux énergies fossiles sont un défi majeur pour la compétitivité des entreprises. Les prix industriels de l'énergie sont 2 à 3 fois plus élevés euh, en Europe qu'aux États-Unis. Et on sait que par ailleurs, les États-Unis ont lancé un plan massif de soutien à la transition énergétique et climatique qui soutient très fortement les entreprises qui s'installent sur le sol américain. Donc ça, c'est un autre enjeu de la compétitivité, c'est lié aux besoins d'investissement. Un troisième défi, c'est notre dépendance vis-à-vis des tiers, je l'ai déjà évoqué, concernant les technologies et matériaux critiques. Et enfin, un troisième défi, quatrième défi, pardon, qui peut être relevé en commun, c'est les pénuries de main-d'œuvre qualifiée qui font l'objet aussi d'une action coordonnée. Donc, dans ce contexte, face à des défis communs, un consensus s'est dégagé pour adopter une stratégie industrielle pour l'Europe et celle-ci se concentre sur trois grands domaines clés, trois objectifs. Un, renforcer la résilience du marché unique, ça je l'ai vu, essentiel pour la compétitivité. Faire face aux dépendances stratégiques de l'Union européenne et accompagner les entreprises industrielles dans les transitions écologiques et numériques. Donc maintenant, suite à ces éléments de contexte, je vais expliquer quels sont les grands leviers d'action au niveau de l'Union européenne pour répondre à ces défis et mettre en œuvre cette stratégie industrielle. Il y en a quatre que je vais passer en revue. Un, renforcer le marché unique. Deux, le plan industriel du pacte vert. Je vais y revenir. C'est vraiment l'essentiel de la politique industrielle. Trois, des mesures qui ont été prises pour maîtriser le prix de l'énergie avec un REPowerEU dans l'immédiat et la réforme du marché de l'électricité sur le plus long terme. Et trois, dans le cadre de notre commerce international, euh, renforcer la sécurité économique pour rétablir des conditions de concurrence équitables sur les marchés mondiaux. Donc ça, c'est les quatre grands leviers d'action qui ont été proposés dans le cadre de la stratégie industrielle de l'Union européenne. Donc, premier levier, maintenant j'entame ma deuxième séquence, le premier levier qui est le marché unique. Donc, comme on l'a dit, pendant longtemps, le soutien à l'industrie et aux entreprises en général passait par un renforcement du marché unique qui était basé sur l'idée qu'un marché unique qui fonctionne correctement est un élément essentiel de notre compétitivité. Et c'est dans cet esprit que l'Union européenne produit un rapport annuel sur le fonctionnement du marché unique et la compétitivité. Et ce rapport annuel 2024 note des aspects positifs. Bien sûr, le marché unique continue d'être un atout pour notre économie grâce à une large demande, tout en servant de levier géopolitique, cet espace majeur. L'un Un autre aspect positif du fonctionnement de notre marché, c'est l'investissement privé qui reste élevé. Il est supérieur en Europe à l'investissement privé aux États-Unis. Il représente 19,3% du PIB en 2022, contre un peu moins 17,9% aux États-Unis. Donc, on n'a pas à rougir de notre capacité d'investissement. L'investissement public s'est également redressé, notamment grâce au plan de relance européen qui a fait des investissements massifs dans le soutien à l'économie. Autre atout, l'Union européenne dispose de solides capacités de recherche, un acteur majeur dans le développement des technologies clés pour la transition verte, même si si on se compare, peut-être qu'il y a aussi des progrès à faire. Autre atout du marché unique européen, c'est une part de 23% d'énergie renouvelable. Donc l'UE est un leader mondial dans la transition vers un système énergétique propre. Donc on est un peu en avance par rapport à nos grands partenaires là-dessus.
Et enfin, l'Union européenne, on ne doit pas le rappeler, reste une puissance commerciale majeure qui représente 16% des exportations mondiales. Donc tout ça, c'est nos atouts du marché unique. Pourtant, il y a des aspects qui restent bien sûr à améliorer, notamment pour continuer à renforcer la compétitivité des entreprises, à soutenir les PME. La Commission a fait, suivie par le Conseil et le Parlement, a fait des propositions en ce sens pour améliorer l'environnement des affaires, notamment réduire la charge administrative qui pèse sur les PME. euh, En améliorant l'environnement réglementaire avec le principe d'un ajout ou un retrait pour essayer de pas de maîtriser l'inflation des normes qui est souvent reprochée à l'Europe, de mettre en place un test PME à chaque fois qu'une nouvelle proposition est faite et en diminuant les obligations de déclaration pour les PME de 25%. Il s'agit également de lutter contre les retards de paiement, de simplifier la fiscalité pour les entreprises qui opèrent dans plusieurs pays. Donc vraiment là, on améliore il y a des mesures qui ont été prises pour améliorer l'engagement d'affaires. Pour chantier très important, c'est faciliter l'accès aux capitaux privés avec le chantier de l'Union des marchés des capitaux. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sachez que c'est très actif cette, cette ah, voilà, je reprends où j'en étais. Donc, j'en étais à l'Union des marchés de capitaux Merci, tu peux. et le Oui. fait que aux efforts pour investir dans les compétences avec des skills alliance, des pactes for skills, les pactes pour les compétences dans lesquels les branches industrielles sont très investies. Voilà, toutefois, bon, au-delà de l'amélioration, donc ça, c'est tout ce qui est fait pour améliorer le fonctionnement du marché unique et j'insiste dessus parce que c'est quand même la clé de la compétitivité des entreprises et des entreprises industrielles en particulier. Toutefois, on a vu, améliorer l'environnement des affaires, le fonctionnement du marché ne suffit pas face au mur d'investissement nécessaire dans la transition climatique et à nos dépendances stratégiques. Donc, c'est pour ça que l'Union européenne, à l'initiative de la Commission et suivie par les États membres, a proposé d'activer un deuxième levier avec le plan industriel du Pacte vert. Donc maintenant, j'aborde ce deuxième levier d'action au niveau européen qui est le cœur de cette stratégie industrielle. C'est ce plan industriel du Pacte vert proposé dès février 2023 par la Commission européenne et qui est en train de se mettre en place assez rapidement suite à l'adoption de deux règlements essentiels qui sont le Net Zero Industrial Act, je vais revenir sur ce que ça veut dire, et le Critical Raw Material Act. L'objectif là est de se concentrer sur des domaines stratégiques tels que les puces, les matériaux critiques et l'industrie net zéro. Euh, Au-delà de ces deux règlements sur lesquels je vais revenir, il y a un volet financement euh, qui passe par le soutien des fonds européens à la décarbonation de l'industrie européen. Crise. Donc ça, c'est très important. On a levé les verrous des aides d'État pour que les États membres puissent soutenir leurs industries dans ces domaines stratégiques. Enfin, il y avait eu une proposition de la Commission de créer une plateforme technologie stratégique pour l'Europe, la plateforme STEP. Il y avait une proposition de la Commission qui s'élevait à 10 milliards. À la fin, les États membres se sont mis d'accord sur une proposition de 1,5 milliard et notamment fléchée sur l'industrie de la défense. Donc, cette proposition de plateforme technologie stratégique pour l'Europe n'a pas été totalement suivie par les États membres. Bon, mais revenons-en dans ce pacte industriel du pacte vert aux deux propositions de règlement clés qui sont là.
pour le premier, et donc maintenant je vais vous présenter le Net Zero Industrial Act ou règlement pour une industrie à zéro émission nette, qui vise à doter le pacte vert d'une politique industrielle en matière de technologie propre et qui vise donc à relocaliser les technologies dont on a besoin pour la transition sur le sol européen. Ça, c'est un peu pour répondre à ces dépendances stratégiques qui ont été mises en lumière par les crises. Alors, par quels moyens on propose de relocaliser ces technologies? Premièrement, en définissant ce qu'est une technologie propre. Donc, on entend par technologie propre les technologies liées au solaire et au photovoltaïque, les éoliennes, les batteries, les pompes à chaleur, l'hydrogène renouvelable, le biométhane et le biogaz, le captage du CO2 et les technologies des réseaux électriques. C'est vraiment l'ensemble des technologies qui sont au cœur des industries qu'on doit décarboner, de la décarbonation et la réduction de notre dépendance aux énergies fossiles. L'objectif est de faire en sorte que 40% de nos besoins de déploiement soient produits en Europe. Alors, comment on propose de faire ça? Alors, déjà en facilitant les investissements, en simplifiant les procédures d'octroi d'autorisation, en soutenant les projets stratégiques au niveau européen, donc les fameux PIEC, sur lesquels on va privilégier les investissements européens sur base de critères contribuant à la décarbonation. On va prendre des mesures aussi qui facilitent l'accès au marché des produits de technologie zéro net. Donc, une fois que les produits sont développés, on va faciliter leur mise sur le marché. Et effectivement, il y a aussi des mesures qui visent à améliorer les compétences de la main-d'œuvre européenne et définir des règles pour les incitations publiques. On a également, c'est notable, mis en place une banque européenne de l'hydrogène qui favorisera la production européenne d'hydrogène décarboné et renouvelable et supervisera les importations en provenance de nos partenaires internationaux. Cette banque européenne de l'hydrogène mobilisera aussi les investissements privés pour permettre la création d'un marché européen de l'hydrogène, puisque l'hydrogène est un élément clé de cette décarbonation de l'industrie. Donc voilà pour le règlement pour une industrie à zéro émission nette, qui est un soutien qui va essayer de relocaliser ces technologies propres. Le deuxième volet de ce pacte industriel enfin, ce plan industriel du pacte vert, c'est celui qui vise à renforcer la sécurisation de nos approvisionnements en matières premières critiques. C'est le fameux CRMA, règlement sur sur les matières premières critiques. Et donc, quel est l'objectif? Pourquoi on a besoin de ce règlement? Ben, c'est le fait que la demande de l'UE en métaux de base, en matériaux pour batteries, en terres rares, entre autres, devrait augmenter de manière exponentielle, étant donné que l'UE abandonne les combustibles fossiles et se tourne vers des systèmes énergétiques propres qui requièrent davantage de minéraux. Donc, on a vraiment besoin de ces matières premières, on va en avoir de plus en plus besoin, et malheureusement, elles ne sont pas produites, elles ne se trouvent pas toutes sur notre territoire. Et donc, on a des dépendances très fortes vis-à-vis de ces matières-là. Donc, pour réaliser cette transition écologique, il faudra donc renforcer la production locale de batteries, de panneaux solaires, d'aimants permanents et d'autres technologies propres. Un accès abondant à ces matières premières est donc essentiel. Donc, comment l'Union européenne compte s'organiser pour améliorer son accès à ces matières premières critiques? Ben, premièrement, les, les- les- les dispositions de ce nouveau règlement visent à accroître et diversifier l'approvisionnement de l'UE en matières premières critiques, donc essayer de diversifier nos sources d'approvisionnement. Euh, Renforcer la circularité, y compris le recyclage, c'est-à-dire que
toutes les matières premières critiques qui se trouvent déjà dans les produits qui circulent en Europe, il faudrait, qui circulent déjà, qui ont déjà été produits, il faudrait mieux les exploiter, mais aussi concevoir les produits pour qu'ils soient recyclables et qu'ils restent donc et qu'on puisse réutiliser ces matières premières qui se trouvent dans les objets déjà produits. Donc ça, c'est un, un- un aspect important. Il faut aussi soutenir la recherche, l'efficacité de l'utilisation de ces ressources. Donc, pour produire la même chose, utiliser moins de ces matières rares. Et enfin, renforcer l'autonomie stratégique de l'Union européenne. Et ça, je vais y revenir. Dans le cadre de ces règlements, l'UE s'est fixé des objectifs pour 2030 qui fixent un peu et qui permettent de mieux visualiser ce qu'on a en tête. L'Union s'est fixée comme objectif de produire, d'extraire dans l'Union européenne au moins 10% de la consommation annuelle de l'Union européenne en matière critique rare. Au moins 40% de la consommation annuelle de l'UE devrait provenir de la transformation dans l'Union européenne, donc c'est du recyclage. Au moins 25% de la consommation annuelle devrait venir du recyclage domestique. Donc, les 40%, c'est pour la transformation dans le cadre industriel et 25% viendrait du recyclage domestique et de limiter à 65% la part de la consommation annuelle qui proviendrait d'un seul pays tiers. C'est-à-dire on va essayer de réduire, de ne pas dépendre d'un seul pays, en tout cas pas à plus de 65%, parce que c'est vrai que pour certaines matières rares, si on fait la carte, si vous regardez la carte des productions, il y en a qui sont concentrées dans très très peu de pays. Donc réduire à 65% cette part qui viendrait d'un seul pays. Alors, ce qui est en termes cet agenda de- de- qui vise à réduire notre dépendance vis-à-vis des matières premières critiques, est bien en marche. Et notamment, 8 partenariats stratégiques ont déjà été signés avec le Canada, le Groenland, l'Ukraine, le Kazakhstan, la République démocratique du Congo, la Zambie, la Namibie, le Chili et l'Argentine, dans le cadre de ces partenariats internationaux visant à diversifier nos sources d'approvisionnement. Donc voilà où on en est de ce plan industriel du pacte vert. Et je vais maintenant passer au troisième levier qui vise à réduire la hausse brutale ou faire face à la hausse brutale des prix de l'énergie qui affecte très directement les entreprises européennes et notamment les entreprises industrielles qui consomment beaucoup d'énergie. C'est vraiment ce prix de l'énergie, quand on parle avec les industriels, c'est vraiment le premier facteur de compétitivité. Donc, qu'est-ce que l'Union européenne a été en mesure de faire face, à la hausse brutale des prix qui a résulté de la crise en Ukraine? La première étape a été d'adopter le plan Repower EU. Dans l'immédiat, il agi de tout mettre en œuvre pour se défaire de la dépendance à l'égard des énergies fossiles russes. Ce plan REPowerEU était doté d'un financement supplémentaire pour accélérer la transition vers une énergie propre, donc financer tous les investissements dans les renouvelables, le marché de l'hydrogène, la décarbonation d'industrie, favoriser tous ces leviers dont j'ai parlé auparavant. On a mis de l'argent ensemble pour accélérer ce processus et mettre en place un système énergétique plus résilient en diversifiant les sources d'approvisionnement en énergie, mais aussi en améliorant nos interconnexions pour pouvoir mieux s'échanger de l'énergie. Euh, au total, c'est 60 milliards d'euros qui ont été mobilisés dans le cadre des chapitres REPowerEU dans les plans nationaux de relance. Donc, il y a vraiment eu un gros effort, même en termes budgétaires.
C'est important de rappeler que l'UE est parvenue à remplacer, donc enfin, ce plan a été efficace puisque l'Union européenne est parvenue à remplacer 80% du gaz russe en moins de 6 mois, mais aussi et en même temps en diminuant nos propres consommations d'hydrocarbures, en accélérant notre transition énergétique. Donc, on s'est désengagé de notre dépendance au gaz russe, mais aussi on a réduit notre consommation, qui est à la fin la meilleure façon de réduire nos dépendances. La sobriété énergétique a permis à l'UE de réduire sa consommation de gaz de 18%, presque 20%, entre août et 2020 et 22 et mars 2023. Alors qu'on s'était on s'était fixé une obligation de 15%, donc on a excédé notre ambition et on note une vraie accélération du déploiement des énergies renouvelables avec un doublement de nos capacités d'énergie renouvelable d'ici 2030 à 45% contre 39% en 2023. Donc ça, c'est le plan REPowerEU qui produit déjà ses effets. Mais c'est un plan, je dirais, en partie de court terme et de moyen terme. Sur le long terme, un des leviers pour réduire la fluctuation des prix de l'énergie et les hausses inopinées, c'est de réformer le marché de l'électricité euh, ce qui est fait depuis décembre 2023. Le Conseil et le Parlement européen sont parvenus à un accord provisoire sur la réforme de l'organisation du marché de l'électricité. Cette réforme constitue la réponse à long terme de l'Union européenne face à la crise énergétique et son objectif est d'éviter de fortes hausses de prix. C'est comment ça va marcher, rendre les prix, les nouvelles dispositions de cette réforme visent à rendre les prix de l'électricité moins dépendants de la volatilité des prix des combustibles fossiles. Elle vise à protéger les consommateurs contre les flambées des prix et accélérer le déploiement des énergies renouvelables. Donc voilà pour les moyens qui sont mis en œuvre pour contrôler les prix de l'électricité. Et maintenant, je vais passer au quatrième et dernier levier qui est la stratégie de sécurité économique qui vise à doter l'Union européenne des outils qui lui permettent de rétablir des conditions de concurrence équitables sur les marchés mondiaux. Donc là, c'est par rapport au reste du monde et ne pas être naïf par rapport aux enjeux, aux risques inhérents aux dépendances économiques de l'Union européenne, tels que, comme on l'a expérimenté déjà, la rupture de nos chaînes d'approvisionnement mais aussi la sécurité physique et cyber de nos infrastructures critiques, la fuite de nos technologies émergentes sensibles, ou encore l'instrumentalisation de nos dépendances économiques qui on a vu commencer à être à l'œuvre euh, dans les dernières, depuis la guerre en Ukraine. Donc, qu'a proposé la Commission et le haut représentant ils ont proposé 10 leviers d'action en coopération avec les États membres. Et je vais en donner que quelques exemples. Je ne vais pas vous faire une longue liste. Mais en gros, ils s'articulent entre deux grands blocs. Euh, Déjà, la Commission a proposé un cadre pour mieux évaluer les risques pour la sécurité économique de l'Union européenne. Cela suppose notamment d'établir une liste des technologies critiques, telles que celles nécessaires à la production des panneaux solaires, des batteries, des éoliennes, les médicaments, les thérapies innovantes, la biotechnologie, les réseaux 5G. Enfin, toutes ces technologies qui sont vraiment vitales pour les Européens et pour l'industrie européenne et qui ont besoin en gros d'être protégées des risques d'ingérence étrangère. La Commission a également proposé de renforcer la surveillance et l'évaluation des risques en ce qui concerne les investissements sortants. Donc, des outils de surveillance et d'évaluation des risques qui permettent d'avoir une vision commune au niveau européen et pas seulement nationale de ces risques inhérents. Ah, excusez-moi. Deuxième gros volet de cette stratégie de sécurité économique, au-delà d'intelligence,
C'est dans le cadre de notre politique commerciale. Elle vise à mobiliser tous les outils pour résoudre des situations de concurrence déloyale et de transfert de technologies non désirées. La Commission a proposé notamment d'intensifier le filtrage des investissements directs étrangers, donc qui existent déjà, mais on le renforce, pour éviter toute ingérence étrangère qui pourrait nuire aux intérêts stratégiques européens. Enfin, la Commission appelle les États membres à mieux se coordonner et à renforcer l'efficacité du contrôle des exportations de biens à double usage. Donc, ce sont des biens euh, qui pourraient être détournés à des fins militaires ou de renseignement. Par exemple, les technologies quantiques, les semi-conducteurs avancés ou l'intelligence artificielle. Donc là, voilà, ce sont les mesures principales qui visent à renforcer notre stratégie de sécurité économique et à s'adapter à un monde, un contexte géopolitique euh, euh, qui s'est vraiment durci au cours des années qui viennent de s'écouler. Et donc, l'ensemble de ces leviers, pour résumer, un marché unique qui fonctionne bien, qui soutient la compétitivité des entreprises, un plan industriel pour le pacte vert, des mesures pour contrôler les prix de l'électricité et enfin une stratégie de sécurité économique qui vise à rétablir des conditions de concurrence équitables sur les marchés mondiaux. Voilà l'essentiel des leviers européens qui peuvent être activés pour soutenir la compétitivité des entreprises industrielles. Voilà, je m'arrêterai là et je suis à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup Isabelle pour toutes ces précisions. Et je crois qu'on peut aussi résumer tout ce que vous avez évoqué là. À un moment donné, ça a un impact direct sur les citoyens dans leur quotidien. Et parfois, peut-être que nous ne parlons pas suffisamment de la politique industrielle et du positionnement depuis le Covid et la guerre en Ukraine, et de voir à quel point, en fait, ça va changer aussi nos habitudes de travail en interne et sur ce que vivront les gens au quotidien. Alors, on a vraiment entendu hein, sur l'électricité, mais aussi sur la sécurité, surtout. Merci beaucoup, c'est très, très intéressant et très complet. Est-ce qu'il y a des questions de la part des participants en direct? Alors, je vois Wafa Zwarat qui pose la question, pouvez-vous nous en dire plus sur le pacte pour les compétences? Est-ce qu'éventuellement, vous pouvez préciser un petit peu votre demande? Oui, bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Oui, très bien. Bonjour. Oui, alors merci tout d'abord hein, pour cette intervention. C'était vraiment très intéressant. Et je sais qu'au fil de la présentation, vous avez parlé du pacte Skills, mais vous avez pas développé en fait ce que c'était et comment nous, on pouvait s'en saisir en tant qu'organisme privé. Donc voilà, c'était juste pour avoir quelques informations supplémentaires sur ce pacte. Ok. Je prends plusieurs questions ou... On va commencer par Je vois, celle-là. il y avait monsieur qui a levé la main. Oui. Jean, il Jean. faut que vous voilà, activez votre... Oui, bonjour et merci pour cet exposé très intéressant. Euh, Nous, on est dans une zone où le nucléaire est très important, dans le sud de la vallée du Rhône, proche de Marcoule. Hmm. Chaque fois qu'on parle d'énergie propre, il m'a semblé que systématiquement l'énergie nucléaire ne faisait pas partie de cet ensemble de mesures. Est-ce bien vrai? Merci, Jean. Euh, Bon, on peut commencer par ces deux-là, Isabelle? Oui, alors pour les Pact for Skills, donc en fait, il faut rappeler que les compétences, l'investissement dans les compétences, c'est une compétence qui est principalement dans les mains des États membres et que l'action de l'Union européenne vise à un peu coordonner et mutualiser les efforts en termes d'investissement dans les compétences.
Donc, il y a des stratégies qui sont mises en place qui visent à apporter de la clarté sur les besoins futurs en compétences. Donc, par exemple, on a un institut qui s'appelle le CDFOP qui fait des prévisions, des panoramas des compétences, qui essayent de voir un petit peu dans l'avenir pour structurer, pour aider les États membres à structurer leur offre de formation. L'Union européenne est très présente sous la forme par les fonds, grâce aux fonds européens. Donc, une part importante des fonds européens, notamment du Fonds social européen, mais aussi des plans de relance européens dans le cadre de Next Generation EU, là, il y a beaucoup de programmes qui sont financés par l'Union européenne. Et ça, je pourrais vous envoyer un lien pour avoir accès à ces financements. Et l'Union européenne a aussi impulsé, alors je ne me souviens plus du nom en français, mais c'est qui visent qui, euh, pardon, qui incite les filières, notamment certaines filières industrielles, à s'organiser pour planifier les besoins en compétences et pour planifier les formations et de mutualiser les efforts au niveau européen. Et ça, c'est les grandes filières industrielles qui se structurent et donc l'Union européenne soutient ces efforts. Mais je peux faire parvenir les liens pour se renseigner. Alors, la place du nucléaire. Donc, la place du nucléaire, elle est un petit peu ambiguë puisque vous savez qu'il n'y a pas unanimité dans l'Union européenne sur la place du nucléaire dans la stratégie de, euh, de décarbonation. Et toutefois, notamment sous l'impulsion de la France, le nucléaire est présent comme énergie de transition et comme énergie qui va soutenir la décarbonation. Donc, c'est pas une énergie, c'est pas considéré comme une énergie renouvelable, mais c'est considéré comme une énergie qui va faciliter la transition vers une industrie décarbonée. Donc, je veux pas rentrer dans les détails de tout. En fait, si vous regardez il faudrait que je revienne parce que là, j'ai pas tous les faits en tête. Mais si vous regardez mesure par mesure, vous verrez que dans plusieurs mesures, on a aménagé au nucléaire une place d'énergie de transition bas carbone. Enfin, voilà, euh, c'est pas exclu du processus. Voilà, elle est présente, mais elle n'est pas considérée comme une énergie renouvelable. Voilà. Merci C'est beaucoup. une approche réaliste, comme bien souvent dans l'Union européenne, et qui est le fruit comment on appelle ça, de compromis au niveau européen entre États membres qui portent cette énergie nucléaire et d'autres qui la refusent. D'autres questions? Merci Isabelle. D'autres questions à me proposer? D'autres réactions, réflexions? Non. De toute façon, vous pouvez toujours nous envoyer à l'un des Europes Directs vos questions et nous y répondrons par le biais d'Isabelle Maquet, par le biais de la représentation en France de la Commission. Nous avons aussi l'accès aux différentes directions générales de la Commission. Donc, n'hésitez pas. S'il n'y a pas d'autres questions, d'autres réflexions, un grand merci, Si, Isabelle, pour ce... Oui, mais dites-moi. si vous avez encore 5 minutes, enfin, je voulais juste un petit peu, parce que je vous ai fait un état des lieux où je vous ai présenté euh, ce qui est proposé par l'Union européenne. Après, si on veut aller un petit peu plus loin, on peut quand même
avoir une réflexion sur les enjeux de mise en œuvre et l'articulation de ces grands leviers. Euh, euh, Moi, je vois plusieurs enjeux hein, qui pourraient peut-être euh, remonter des questionnements des citoyens ou des personnes auxquelles vous aurez affaire. Premièrement, c'est clair que tous les objectifs ambitieux du pacte vert, de la bonation, de la compétitivité, c'est clairement des objectifs qui ne sont pas faciles à combiner et que ça va être assez, parfois, c'est un peu, il ne faut pas se voiler la face, ça va être très difficile de, de réaliser cette transition écologique tout en maintenant une compétitivité, hein. Donc les industriels ont raison de s'inquiéter. Et tout ce qu'on met en place, bien sûr, va aider. Voilà, ce sont des vrais enjeux qu'on n'a pas forcément tous résolus. Il y a aussi un horizon temporel entre la volonté de produire sur notre sol, mais aussi en même temps le besoin de déploiement de certaines technologies qui sont nécessaires à la décarbonation. Et parfois, si on veut avancer sur la décarbonation, on ne va pas pouvoir attendre que tout soit produit sur notre sol. Donc on l'a vu, on fait tout pour accélérer, mais on va avoir une transition qui va être assez compliquée. Et je dirais que l'enjeu, c'est vraiment d'essayer de raccourcir et de passer cette période de transition compliquée où les investissements ne seront pas très rentables, où il y aura des tensions entre les différents horizons temporels de production et de déploiement des technologies, de passer ça le plus rapidement possible. On a un autre peut-être souci, c'est-à-dire que on émet beaucoup de normes et on n'a pas un budget, on a du mal à se mettre d'accord entre Européens pour avoir un budget européen et on laisse aux États membres le soin de soutenir leur industrie, notamment en levant un peu les freins des aides d'État. Et lié à ça, on a un risque de fragmentation du marché unique avec des États membres qui sont beaucoup plus en capacité d'aider leur industrie que d'autres. Mais ça, c'est voilà. Donc c'est pour être vraiment transparente que voilà, la politique européenne ne résout pas tout, mais qu'on s'y attelle et que dans ces conditions, face à ces enjeux, l'essentiel, c'est de continuer à dialoguer et à et à travailler ensemble. Pour moi, c'est très clair on peut pas s'en sortir, on va pas pouvoir affronter ces défis monumentaux sans une coopération très forte, même si les enjeux sont bien réels. Voilà, je voulais juste un petit peu un moment de réflexion au-delà de la présentation toute simple. Merci parce que je crois qu'il est important pour nous en tout cas pour les centres Europe Direct qui sont très actifs en ce moment justement sur la campagne, sur les élections européennes et sur tous les enjeux. Ce sont un peu toujours les mêmes thématiques qui remontent, toujours les mêmes questionnements. Et parfois justement c'est important, juste ce que vous venez de dire à la fin justement, de dire l'important c'est de continuer aussi dans la coopération, continuer à discuter, continuer à aller plus loin et refermer la frontière n'a pas forcément la bonne option non plus de protection, hein. Euh, Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des réactions aussi de la part de mes collègues ou d'autres participants? Un grand merci. Je vous laisse nous envoyer, Isabelle, les liens par rapport au pacte sur les compétences. Oui, Merci beaucoup pour ces explications très, très denses mais très claires. Merci à tous pour votre participation. Bon appétit. Et nous nous retrouvons le jeudi 11 avril pour, si je ne me trompe pas, c'est le webinaire sur le pacte migratoire. Oui. Merci à tous. Bon appétit. Un grand merci au encore, revoir. Isabelle. Merci bien. Merci. Merci. Merci, au revoir.